On va entendre un nouvel extrait de Vladimir Poutine. Décidément, il a été intarissable. Et il a dit des choses, pour le coup, qui sont intéressantes. Pendant plus de 4 heures, c'est classique pendant ces rencontres. Mais il a beaucoup parlé du nucléaire. Et il a notamment pointé du doigt certains pays de l'OTAN qui ont la puissance nucléaire. Parce que lui, il veut bien que ce club rétrécisse un tout petit peu ou soit contrôlé dans les temps à venir. Mais il veut que ce qui se passe d'un côté se passe également de l'autre. Écoutez-le. Il existe des arsenaux nucléaires dans d'autres pays de l'OTAN que les États-Unis, en Grande-Bretagne et en France. Et ils se développent. Non seulement ils augmentent, mais ils augmentent aussi en termes de qualité. Nous verrons comment la nouvelle administration américaine formulera ses propositions à ce sujet et si elle en a. Alors, Général Richoult, en tout cas, on va essayer d'y voir un peu clair dans toutes ces interventions, dans tout ce qui est en train de se jouer, parce qu'il y a une tectonique des plaques qui se met en place et qui est très, très importante. Il y a un bras de fer très fort qui s'engage avec l'Occident, peut-être avec ce préjugé qui est que Donald Trump sera plus simple en affaires, d'une certaine façon, que ne l'a été avant l'administration Biden. Oui, il l'espère en tous les cas. C'est pas certain. Mais ce qui est intéressant là, si vous voulez, c'est que quand il parle des armements qui se développent ailleurs, bon, il évoque vraisemblablement la France. Il n'a pas utilisé le mot France, je ne crois pas, mais il a parlé, il a parlé de la France. Nommément. Ouais. Je crois qu'il a parlé d'autres choses. Parce que la France n'est pas inclue. La France ne fait pas partie de l'armement de l'OTAN. C'est les États-Unis avec les 5 pays qui chargent la bombe B-61 de l'OTAN, et nous, on est à côté. Donc, on se rajoute. Maintenant, il faut lui rappeler qu'il a 6000 têtes et que les États-Unis en ont 5300, et si on rajoute les Britanniques et nous, on est à parité. Et ça lui plaît pas beaucoup. Donc en fait, la France développe son autonomie stratégique, ne fait pas partie du tout, parce qu'on a la stricte suffisance des arsenaux qui ont fait partie des limitations, des accords des années, à partir des années 70 jusqu'aux années 90, START, etc. Et donc ça l'embête. Et ce qui est intéressant, la rhétorique nucléaire, elle est vraiment intéressante chez Poutine, parce que c'est le seul endroit, c'est le seul domaine dans lequel la Russie est encore une grande puissance. Donc en fait, il surfe là-dessus en permanence, mais ce faisant, avec cette rhétorique du nucléaire, etc., le fait d'avoir besoin en permanence de rappeler qu'il a des gros muscles, je veux dire, les États-Unis n'ont pas besoin de rappeler qu'ils ont des gros muscles. Ils ont des gros muscles, ils n'en parlent pas. Voilà. Quand on est le costaud dans la cour de l'école, on ne rappelle pas qu'on est costaud, tout le monde le voit. Et lui, il a en permanence besoin de rappeler hey, les gars, moi je suis costaud, faites attention, je peux vous faire du mal. Donc, il y a quelque part en contrepoint, en négatif, à mon avis, un signe de faiblesse. Mais on le sait pourquoi il le fait. Parce que ça fait 3 ans qu'il n'arrive pas à vaincre dans la guerre un pays à qui il refuse d'être souverain. C'est un pays secondaire sur le plan militaire. Et donc, en fait, c'est ça. Et quand il a parlé, en revanche, là c'est cette histoire c'est très insidieux qu'il a dit. Et d'ailleurs, il n'avait pas entièrement tort. Parce qu'en fait, ce ne sont pas les armes françaises dont il a parlé. Il a parlé des armes américaines qui étaient en Turquie, qui étaient en Italie, qui sont toujours en Italie, qui sont toujours en Belgique, qui sont toujours aux Pays-Bas et en Allemagne. Donc en fait, il y a 4 pays, et le 5e, la Turquie, et on peut supposer qu'il y a encore quelques armes aussi en Turquie, où les États-Unis possèdent les armes nucléaires en douce. Il a parlé aussi peut-être d'Israël, qui dit « moi je n'ai pas d'armes nucléaires ». Vous vous souvenez de cette phrase de Golda Meir, je crois qu'elle a dit « nous n'avons pas d'armes nucléaires, mais nous n'hésiterons pas à l'utiliser s'il le faut ». Quelque chose comme ça. Oui. Voilà, donc, et en fait, là, il a touché quelque chose, il est malin quand même, ça fait 25 ans qu'il est au pouvoir. Et donc, il peut toucher dans sa propagande des choses qui sont vraies, dans lesquelles l'Occident a aussi été un peu hypocrite, parce que officiellement ces armes n'existent pas en Europe. Et en réalité, tout le monde le sait, qu'il y a quelques centaines de têtes nucléaires américaines qui sont en Europe. Gallagher Fenwick. Non, moi je trouve pas ça du tout contradictoire de parler en même temps de négociations et d'armes nucléaires. Les deux vont complètement ensemble, parce que quand il veut s'asseoir, s'il vient s'asseoir à la table des négociations, pour lui, négociation, ça veut dire capitulation de l'Ukraine. Et donc il s'agit de peser le plus lourd possible quand il va s'asseoir à cette table, s'il s'assied à cette table face à Donald Trump. Et donc il veut rappeler qu'il pèse environ 6000 têtes nucléaires et 17 millions de kilomètres carrés. Et c'est ce qui lui permet, pense-t-il, d'aller droit au but, à savoir dans un premier temps un gel effectivement du conflit dans une position très avantageuse,
qui prévoit, et ça a été dit, une zone tampon, une neutralité de l'Ukraine vis-à-vis à la fois de l'OTAN et même de l'Union européenne et d'autres choses abracadabrantesques comme ça qui sont extrêmement dangereuses pour l'Ukraine, en attendant de pouvoir derrière redémarrer la machine. Donc il fait du signalement stratégique en permanence et tous les experts vous diront de la chose nucléaire dans sa dimension militaire qu'en réalité, dans ce domaine, il pratique cette grammaire de manière assez classique, dans les faits en tous les cas. C'est-à-dire que le langage est relativement désinhibé, donc irresponsable, mais dans les faits, il est, entre guillemets, dans les clous, Vladimir Poutine. C'est-à-dire que dans ce que fait la Russie. Et c'est ça qui peut rendre, encore une fois, la lecture parfois difficile. Et c'est aussi une manière pour lui, et ça c'est très important, il s'y adonne constamment, de travailler nos angoisses dans le champ informationnel, parce que l'angoisse, c'est le terreau dans lequel se nourrissent les divisions, les désaccords à l'intérieur des nations, entre les nations, sur qu'est-ce qu'on va faire face à ce type qui remet ça systématiquement sur la table. Tout le monde n'est pas d'accord.